Bonjour et bienvenue dans un nouveau leak d'Android Leaks. Cet épisode est la deuxième partie de notre superbe conversation avec Cyril Mottier. Et dans la première partie, pour rappel, nous avons beaucoup parlé d'expérience utilisateur, de design et aussi de poignées de porte. Dans cette seconde partie, nous allons plutôt aborder les launch screens, encore un peu d'expérience utilisateur, d'autres sujets divers et variés, et probablement encore un petit peu de poignées de porte. Alors, allons-y. Alors tu parlais donc de design pattern, donc justement, là je parle au sens vraiment design, du coup, pas au sens code. Et notamment, tu as été assez vocal sur un design pattern lié au launch screen, donc l'écran de démarrage, notamment avec les applications Google qui s'étaient mises à d'un seul coup en mettre, alors qu'avant c'était plus ou moins déconseillé. Donc est-ce que tu peux en parler? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il retourne? Tout à fait. Alors les launch screens, donc c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, hein, qui a été surtout popularisé, si je puis dire, par iOS, puisque c'était quelque chose qui était directement accessible dans le framework. Donc avec la notion de launch image, c'est le nom qu'ils en ont. On a appelé ensuite splash screen. Voilà, ça a plein de noms sur Android. Du coup, ça a été nommé launch screen. Et donc cette notion-là, c'est quoi? C'est tout simplement un écran, ou en tout cas une image ou parlons plutôt d'écran puisqu'on parle de launch screen, un écran qui va s'afficher le temps que le système démarre le processus de l'application. En fait, c'est quoi? Pourquoi il y a ce temps-là? Tout simplement parce qu'on n'est pas dans un monde idéal où chaque process démarre en un temps nul. En fait, le système, lorsqu'il démarre un process, il a besoin un peu de temps pour loader tout en mémoire, pour préparer l'application, etc. Et donc ce temps, pendant ce temps-là, on peut pas ne rien afficher parce que si on n'affichait rien, du coup, l'utilisateur cliquerait sur une icône, il attendrait 500 millisecondes ou une seconde sans rien que se passe, et puis ensuite il y aurait un gros flash à l'écran qui affiche l'application. Si on avait vraiment une expérience comme ça, on aurait une très mauvaise expérience parce que l'utilisateur aurait une notion de non-réactivité ou il aurait vraiment l'impression que son téléphone rame. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on va afficher tout simplement un écran qui est une sorte de interpolation de ce qui va être affiché ensuite. C'est ça la notion de preview window. En tout cas, c'est comme ça que c'est appelé techniquement dans le framework. Et puis donc cette preview window va s'afficher pendant que le système démarre le process. Donc en fait, cette preview window, généralement, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient juste le fond de votre application et puis une action bar. Donc en gros, c'est une espèce de squelette de l'application telle qu'elle va ressembler ensuite. Et une fois que le système a démarré votre process, eh bien il y aura un flou de transition qui va s'effectuer, et donc vous allez avoir l'impression qu'en fait votre application se construit au fur et à mesure, quoi. Alors que s'il n'y avait pas eu cette animation là, vous auriez eu vraiment du tout ou rien. Donc c'était j'ai pas d'appli, et puis une seconde après, paf, j'ai l'appli qui est complètement loadée, quoi. Et donc en fait, au début, c'était pas du tout un pattern qui était prôné par Google. En l'occurrence, vu qu'il n'y avait pas de guideline, qu'il n'y avait rien qui était prôné par Google, hein. Mais on va dire plutôt que dans le framework, il y a toujours eu cette notion-là qui s'appelle donc, comme je disais, preview window, quoi. C'est juste que avec l'introduction des Material Guidelines, il y a eu une mise à jour dans les Material Guidelines qui a introduit justement cette notion de launch screen. Donc il y a deux notions de launch screen. Il y a ce qu'ils appellent le placeholder UI, là où c'est plutôt celle que je prône, donc à savoir une espèce de squelette de l'application sans les fontes, sans tout le contenu complètement affiché, mais au moins le fond ou l'aspect graphique général, ou ce qu'ils appellent le branded launch screen. Le branded launch screen, lui, c'est plutôt pour faire mettre en avant la marque. Et donc moi, je suis plutôt très déçu, voire complètement contre cette approche qui est prônée par Google. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, la réalisation, elle n'est pas possible correctement. Si on essaie de comprendre un petit peu Android, c'est pas possible d'avoir un launch screen qui s'affiche, un branded launch screen qui s'affiche de façon correcte. Et puis ensuite, parce que je trouve que ça casse totalement cette notion de transitoire, d'espèce de construction de l'app d'étape en étape, puisqu'on va en fait passer d'un écran où on est complètement sur le launcher, ensuite on va passer à un écran sur fond blanc avec écrit en gros Google Maps, et puis ensuite on va passer à un écran avec le fond de carte, quoi. Donc on a un espèce de jump comme ça d'écran en écran qui est complètement désagréable en termes visuels, parce qu'on saute vraiment du tout au tout, quoi. Là où avec le placeholder UI, on a vraiment cette transition très très graduelle et très douce
entre le launch screen et le contenu de l'application, quoi. Si je me trompe pas aussi, un des autres problèmes qu'il y avait, c'était si jamais tu passais à une autre activité, donc je lance une activité A, donc j'ai fait effectivement ce branded launch screen, Oui. pour arriver à l'activité A, ensuite je lance l'activité B, je reçois un coup de téléphone, ça dure 1 heure, j'en sais rien, je raccroche, et alors, le problème c'est que donc du coup l'activité B était recréée, mais quand je quittais l'activité B et relançais A, en fait, il relançait le branded launch screen, ce qui fait que ça cassait complètement aussi ce flow, en fait, entre Exactement. de retour en arrière. Donc, c'est exactement ce problème-là que je mentionnais quand je dis que c'est impossible de le coder sur Android, tout simplement parce que si on connaît un petit peu, un tant soit peu, le life cycle d'un process Android, on se rend compte que c'est pas possible d'avoir ce genre de comportement, quoi. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une disparité entre l'équipe design qui, du coup, et c'est normal, essaie de s'affranchir des contraintes techniques, et puis l'équipe dev qui, elle, a des contraintes techniques et doit s'assurer de faire en sorte qu'elle colle au plus près des guidelines, quoi. Mais en l'occurrence, on se rend compte que c'est juste pas possible de le faire, quoi. Maintenant, il y a aussi le fait que, moi j'ai eu le cas plusieurs fois, hein, et donc je pense d'ailleurs que dans celle que je suis en train de développer maintenant, on a encore un launch screen, et j'ai dû le faire, et j'ai eu des problèmes d'implémentation, parce que il voulait du texte, ce genre de choses, donc forcément on peut pas mettre de texte dans un launch screen, donc on a eu aussi des problèmes à ce niveau-là, donc mettre dans une image, mais voilà, l'image c'est pas une bonne idée, donc ton texte n'est pas génial, ouais. Donc on se retrouve toujours avec des problèmes, donc on a réussi à tripatouiller un truc, et donc en général, c'est pas ce que j'avais fait ici, puisque ça ne s'y prêtait pas, mais ce que je conseille si le client force à faire ça, c'est en fait d'essayer donc de placer le logo effectivement au centre, quelque chose comme ça, et puis une fois dès que l'activité est lancée, si c'est par exemple l'activité de login, il y a de fortes chances que le logo va se retrouver au-dessus, et donc il faut remplacer en fait l'image donc de launch screen par à ce moment-là une vraie view et animer le déplacement, et ça permet d'éviter un petit peu, cette transition assez dégueulasse. Donc en plus, si on a la chance de pouvoir lancer une activité login uniquement au login, et que par la suite l'activité se lancera directement vers une main activity ou j'en sais rien, là on peut utiliser, comme tu disais, le principe de squelette pour éviter quand la personne relance l'application la prochaine fois d'avoir cet écran blanc. Mais oui, comme tu dis, je pense que tu as tout à fait raison. La meilleure solution, ça reste évidemment de backer le branded launch screen et d'aller directement à l'application squelette, qui est quand même beaucoup plus propre et beaucoup plus fluide pour l'utilisateur. Exactement. Et puis aussi, en fait, je pense que c'est beaucoup. Moi, il y a deux aspects. Donc déjà, je pense qu'il y a quand même un premier aspect, c'est que Google a quand même enfin pris le temps d'expliquer. Alors moi, je l'avais fait dans mon blog il y a 2 ou 3 ans, dans un vieux blog post qui expliquait comment faire. Mais je sais que c'était quelque chose qui était pas du tout connu parce que c'est pas du tout documenté. C'est comment faire en sorte de faire cet écran-là, et donc Google a quand même fait un gros travail là-dessus, puisqu'ils ont vraiment fait de la communication pour expliquer comment implémenter ça le mieux possible. Donc même si ce que les gens affichent me plaît pas, au moins ils l'affichent correctement, parce qu'avant on avait une tendance à avoir un écran noir qui était tout simplement la preview window, et ensuite on démarrait une activité qui s'appelait souvent splash screen activity. Et on affichait ce splash screen, et puis on bloquait l'application pendant 500 ou voire 5 secondes, disons. Sauf que c'était super frustrant, parce qu'en fait ces 5 secondes là ils ont aucun sens, le process a déjà démarré, on pourrait déjà afficher du contenu, donc j'ai juste pas envie d'attendre 5 secondes pour voir une marque, quoi. Donc au final ça c'est quand même plutôt un aspect positif, quoi, que Google a mis en place, quoi. Et le deuxième aspect que j'ai complètement oublié de quoi je voulais discuter, et bien si ça me revient j'en parlerai après, c'est pas grave. Mais d'ailleurs, donc, du coup, je te recoupe à ce moment-ci. Du coup, en fait, si je me trompe pas, c'est en fait un hack plus qu'autre chose. Donc, il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment prévu en fait, hein. Donc on met juste un background à une activité qui du coup est chargée tout de suite, mais c'est pas forcément prévu pour être utilisé comme ça. C'est plus un hack, non? Ah non, au contraire, c'est depuis version Android 1.0, ça existe. C'est juste que personne avait regardé un petit peu la doc, mais c'est là depuis le début et c'est fait pour ça, hein. Le hack, en fait, c'est d'utiliser ça pour mettre une marque dedans. Mais à l'origine, le truc était fait vraiment pour y mettre un squelette de l'application. Et si on regarde, je crois, si je dis pas de bêtises, mais alors ça date de 5 à voire 7 ans, la toute première version de Google Maps, elle utilisait ça avec beaucoup d'ingéniosité, puisqu'ils affichaient en fait un espèce de quadrillage qui exprimait le fait que la carte était en train de se charger. Puis ensuite, ils faisaient un fading avec les tiles. À l'époque, c'était pas du vectoriel, on avait vraiment des tiles bitmap. Donc, ils faisaient un fading avec les tiles bitmap et ça, on avait vraiment l'impression que l'application se construisait au fur et à mesure, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est dispo depuis la version 1.0 d'Android. Et pour l'aspect juste technique,
Pardon Yannick, je te coupe. Non, vas-y. Parce que Benjamin dit ouais, c'est une activité qui s'affiche. En fait, c'est pas tout à fait ça. En vrai, c'est donc, enfin, pour faire ça rapidement, en gros, ce que fait le système, c'est qu'une fois qu'on clique sur un bouton, sur une des icônes sur le launcher, il va démarrer en fait notre process. Donc, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il va simplement forker. Donc, avec Zygote, en gros, il va forker un process pour le démarrer plus rapidement. Et puis, le temps qu'il démarre, il va en fait aller regarder dans l'Android Manifest le thème de l'activité. Et il va appliquer ce thème à une window spéciale. Donc une window, c'est tout simplement l'espèce de racine graphique qui est utilisée par Android pour afficher du contenu graphique. Et il va donner à cette window le thème qui a été récupéré de l'Android Manifest. Donc en fait, ce thème, en tout cas cette window, n'appartient pas du tout à votre process. C'est vraiment le système qui affiche cette window. Et c'est pas du tout votre process qui est exécuté ici. En fait, le process, il y a aucun onCreate de votre application qui a été démarré. Il y a rien du tout qui est encore en train de s'exécuter. C'est vraiment le process système qui est en train d'afficher cette window. Et une fois que le process de votre application est démarré, il va y avoir un fading entre votre window à vous et la preview window du système, quoi. D'ailleurs, au cas où, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas mettre de texte dedans, puisqu'on va utiliser un drawable. Et en fait, je crois que c'est depuis Nougat, on peut mettre des drawables custom là-dedans. Et en fait, avant ça, il ne le permettait pas parce que c'était potentiellement un risque de sécurité, puisqu'on pouvait à ce moment-là exécuter notre code dans un process système ou dans le process du launcher. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas mettre de drawable custom à cet endroit-là. En l'occurrence, on ne peut toujours pas, en fait. Je crois que depuis Nougat, on peut. Mais en fait, non. On peut dans notre process, mais on peut pas justement ici. Donc, si on regarde la doc, je suis à peu près certain à 95% que c'est pas possible parce que je vois pas comment ça pourrait fonctionner. C'est que ça voudrait dire que notre process à nous est démarré parce que pour pouvoir instancier ce custom drawable, il faudrait que le process soit démarré, quoi. Et donc en fait, ça ne marche pas dans le cas des preview windows ou dans le cas des ressources qui sont partagées et affichées par d'autres process. Donc, ça peut être le cas, par exemple, des widgets sur le launcher, par exemple. Donc, ça ne marche en fait que quand c'est utilisé pour un drawable qui est affiché in process, quoi, dans le process qui appartient à l'application, quoi. Enfin, dans laquelle l'application tourne. Mais bien sûr, oui, donc en fait, tu dis pas que des bêtises, hein, Benjamin. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est vrai. Si. Non. Si, t'inquiète. Ce que je veux dire par là, c'est pas la peine de passer de la pommade, je sais. Non, ce que je veux dire par là, c'est que depuis Nougat, on peut enfin instancier un drawable custom via XML. Mais par contre, ce drawable custom ne devra pas contenir un custom drawable s'il est utilisé on pourra pas utiliser ce custom drawable s'il est utilisé dans un process autre que le nôtre, quoi. Ok, merci. Et c'est d'ailleurs la même raison. D'ailleurs, c'est un peu le même exemple avec toute la notion de remote views. En fait, les remote views, tout simplement, c'est des vues qui sont restreintes, qui sont en fait connues du système, mais il n'est pas possible dans un widget, par exemple, d'utiliser une custom view qui est dans votre process. Pourquoi ? Parce que ça tourne pas le process, en fait. Tout le code tourne en fait dans un autre process, qui est le process soit de système UI, soit du launcher. Je sais pas exactement lequel, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'on a ces limitations là, quoi. Je vais juste revérifier pour dire que je dis pas de bêtises, mais je suis à peu près certain que c'est pas possible. C'est assez complexe en fait ce système. Moi je suis pas très familier avec ces remote views en fait. Pourtant j'ai déjà fait quelques widgets et c'est vrai que en tout cas moi j'ai été assez limité par ce que je pouvais faire dans mon widget. Oui, on peut faire un layout, hein, on peut faire un layout comme n'importe quel autre layout, mais j'étais quand même assez surpris de la restriction globale en fait de ce que je pouvais faire dans ce layout finalement. Mais, dans le layout Dans le layout en général ou juste dans le layout du widget, donc dans le truc qui oui. s'affiche dans le widget, il y avait certaines choses que je pouvais pas faire si mes souvenirs sont bons. Si, mais justement, mais en fait, alors je suis pas vraiment familier de tout ça, mais en fait, si on suit la même logique, c'est complètement normal. C'est que tout simplement, la notion de widget, c'est que le code ne tourne pas en fait dans notre application. Le code graphique, hein, parce que bien sûr il y a un service en background qui doit mettre à jour tout ça, ouais. mais le code graphique il tourne bien sûr dans un autre process, ça doit être le process du launcher, et donc on peut pas se permettre de loader du code qui a rien à voir avec notre process, quoi. Mais pourtant, donc ça voudrait dire que on est quand même autorisé à faire des custom drawables théoriquement, non? Alors pas des custom drawables, on peut. Alors après custom drawable, ça veut dire quoi? Ça veut dire un drawable qui est instancié, qui instancie une classe Java de notre code. Si c'est le cas, oui, c'est pas possible. Par contre, un custom drawable en mode c'est un layout, un layer XML, oui, d'accord, avec un shape, etc. Ouais, voilà. Tout ça c'est bon parce que tout ça c'est connu du système en fait.
C'est dans le framework. D'accord. Et donc, juste pour en revenir à Benjamin, donc il y a bien une note, note custom durables classes are only accessible from within your application package. Other application will not be able to load them. Donc là, vraiment, ça montre bien ce que je disais, c'est que c'est pas possible d'utiliser un custom durable sur une preview window. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans le process applicatif, mais on est dans le process system UI. Et c'est pour ça que c'est lui qui est GDE, tu vois. Non, alors après, il y a aussi un autre aspect, c'est que je sais pas pourquoi, mais je me suis toujours, dès la première version d'Android, je me suis attaché au Drupal. Je trouve que c'est une notion super puissante. Et donc, je connais le code des Drupal à peu près par cœur. Et c'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'au boulot, donc je travaille avec d'autres développeurs qui sont vraiment super bons aussi, qui ont une très bonne connaissance du framework, mais qu'à chaque fois que ça arrive sur les Drupal, c'est Cyril, monsieur Drupal, on a besoin de toi. C'est vraiment, on m'a laissé ce sujet et c'est mon sujet, quoi. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet aussi. Ça peut être très simple comme ça peut être extrêmement compliqué. Exactement. Surtout quand ça parle de bitmap d'ailleurs, dans mon expérience personnelle. Alors pour revenir un petit peu, parce que oui, donc comme on le dit chaque fois dans chaque podcast, mais notre marque de fabrique, c'est le fait qu'on va dans tous les sens. D'accord. Donc de temps en temps, on essaye de revenir un peu vers le sujet, donc c'est ce moment-là du podcast. Qui était quoi déjà ? J'ai oublié. Les launch screens, je crois. Donc l'idée, c'est de dire aussi, voilà, donc tu le disais, effectivement, l'expérience utilisateur, donc aussi appelé UX en anglais, hein, c'est relativement important et c'est lié à des petits détails, hein, comme par exemple là, les couleurs, ce genre de choses, donc le ressenti de l'utilisateur. Et du coup, vu que c'est un peu lié à ces couleurs, est-ce que tu crois qu'un designer peut s'inventer analyste UX ou pas du tout? Est-ce que c'est lié selon toi? Alors, moi, je considère pas que je suis un designer ou un ergonome, hein. Je pense juste que de par mon expérience, je commence à avoir une certaine facilité pour comprendre, ou en tout cas pour avoir cette notion de ce ressenti entre ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Donc du coup, je pense que ça, c'est complètement possible pour tout le monde, hein, de se familiariser avec ces notions-là. Donc un designer peut très bien, et c'est même souvent le cas, se familiariser avec ces notions du UX et comprendre est-ce que quelque chose est ergonomique ou intuitif ou ne l'est pas, quoi. Ok, est-ce que tu penses que designer, est-ce qu'il y a des métiers ou du moins des affinités qui sont plus proches? Donc là, si je parlais du designer, est-ce que pour toi, il y a justement, est-ce qu'il vaut mieux avoir l'esprit cartésien ou est-ce qu'il vaut mieux avoir l'esprit artistique? Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah justement, je pense que c'est un peu au milieu des deux, vraiment. Pourquoi ? Parce que l'esprit cartésien, donc ça rend les choses intuitives, mais en fait, on se rend compte que intuitives, logiques. Mais en fait, on se rend compte justement que l'intuitivité et la logique, c'est pas forcément la même chose. Pourquoi ? Parce que les gens, même si ils voient les choses de façon logique, il y a certaines personnes en fait qui voient pas la logique de la même façon, en fait. Enfin, je sais pas si j'arrive bien à expliquer, mais la logique, je pense qu'elle est assez subjective et des choses qui peuvent paraître logiques à un individu A, en fait, ne le sont pas pour un individu B, quoi. Et c'est là toute la science de l'ergonomie, hein, c'est de faire en sorte de trouver une espèce de consensus pour trouver en fait ce qui va s'adapter au plus de sujets possibles, quoi. Mais surtout pour des tâches. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais dire c'est surtout pour des tâches qui sont banales entre guillemets, où il y a des gens qui font ces tâches-là beaucoup plus régulièrement que d'autres personnes et qui vont voir les choses d'une manière, et en gros on a tendance à trouver certaines choses qu'on a l'habitude de faire tellement évidente que ça devrait être forcément évident de la même manière pour tout le monde. Et je crois que c'est cette balance aussi qui peut être parfois difficile à trouver en tant que ergonome ou quand on essaye de faire ce genre d'interface, c'est très difficile justement de trouver la bonne balance entre oui, ça peut être facile pour certaines personnes, mais peut-être pas pour tout le monde, et du coup, on va essayer de trouver quelque chose qui peut fonctionner vraiment, sans réfléchir, quoi. J'ai du mal à exprimer, mais ouais. Bah, en fait, souvent, je pense que c'est très bien exprimé, Yannick, mais en fait, souvent, je pense qu'il faut essayer, alors après, on a pas beaucoup parlé de skeuomorphisme et tout ça, mais en fait, c'est plus tendance, donc on n'en parle pas. Mais au final, l'ergonomie, il y a beaucoup de relations avec le monde qui nous entoure, quoi. Donc, je reviens encore à mon exemple de clenche ou de poignée de porte, pardon.
C'est vraiment ça, c'est de faire en sorte d'utiliser beaucoup le réel et ce qui nous entoure, parce que c'est quelque chose qui est familier pour les utilisateurs, c'est quelque chose qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours, et d'essayer de le modifier, en tout cas pour qu'il s'intègre directement dans une interface. Donc cette notion d'analogie avec la réalité, quoi. Et donc dans le cas des poignées de porte, encore une fois, le fait d'avoir la poignée de porte à gauche de ma porte, je sais qu'elle va s'ouvrir vers la droite. Si elle est tout en bas de ma porte, j'aurai une tendance à, juste en la regardant, à penser que ma porte va s'ouvrir vers le haut, quoi. Et voilà, donc c'est vraiment ce genre d'aspect-là, et cette analogie avec le réel, qui fait qu'on peut avoir cette notion de est-ce que une interface est intuitive ou pas, quoi. Alors, ce que j'allais dire, et je pense que ça s'applique toujours à ce dont on parle, c'est qu'il y a un adage en anglais qui dit What's funny about common sense is that it's not very common. Ouais. Donc en français, ce qui est marrant avec le bon sens, c'est qu'il n'est pas vraiment partagé. En fait. Exactement. Et c'est ça qui, je trouve que c'est vraiment vrai dans le sens où il y a beaucoup de choses qui nous paraissent évidentes, et surtout à nous en tant que professionnels justement du mobile, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on fait tous les jours qu'on a l'habitude de faire qui nous paraissent évidentes. Et en fait, une fois qu'on met ça dans les mains d'utilisateurs lambda, ou ce qu'on appelle plus communément des moldus, ils se rendent compte que effectivement ils comprennent pas l'application, que ça paraît compliqué, et en fait, nous, on est là, mais c'est pourtant évident, il faut cliquer là, et notamment une grande partie des bugs que l'application rencontre, en fait, c'est les gens qui utilisent l'application d'une façon dont on n'avait absolument pas prévu parce que ça nous paraît tellement illogique, en fait. Tout à fait. Ouais, mais donc, complètement. Et donc du coup, ça, transition de fou, hop, on arrive donc voilà, donc sur notamment l'A/B testing. Donc voilà, est-ce que tu peux peut-être nous en parler? Est-ce que vous en faites chez Trendline, et qu'est-ce que t'en penses? C'est assez marrant parce que je voulais aussi continuer là-dessus sur je pense qu'il y a deux façons de faire un peu de l'ergonomie, c'est soit d'être très avoir une opinion forte, comme on dirait en français, ou alors un peu plus se baser sur justement des chiffres, et donc regarder un petit peu ce que font les utilisateurs en interagissant avec une application, quoi. Donc là, c'est plutôt l'A/B testing. C'est vrai que chez Captain Train, historiquement, on est plutôt en mode opinion forte ou opinionated, je sais pas comment on dit. Donc je sais pas pourquoi, mais donc déjà, ça va beaucoup tourner en interne, donc on va au moins avoir l'avis de tout le monde en interne. Ça sera pas juste l'avis du développeur ou de l'ergonome qui a développé la fonctionnalité. Mais c'est une approche qui nous a quand même plutôt pas mal réussi jusqu'à maintenant, quoi. Après, maintenant, on commence un petit peu à se tourner vers d'autres façons de faire. Pourquoi ? Parce qu'on s'ouvre aussi à un autre public, en essayant d'atteindre un public un peu moins technophile, je dirais. Là où avant, oui, clairement, on avait un aspect, des utilisateurs plutôt très, voire extrêmement technophiles, quoi. Donc, en fait, on se rend compte tout simplement que les usages changent en fonction de nos utilisateurs, quoi. Donc, un utilisateur technophile a une tendance à avoir une facilité d'utilisation où tout ce qui nous paraît nous intuitif lui paraît lui intuitif, parce qu'en fait, on est baigné dans le même monde. Par contre, quand tu t'ouvres à des utilisateurs, comme tu dis, des moldus, moi je dis ma maman. Ma maman, elle n'utilise pas du tout l'application de la façon dont moi je l'utilise, quoi. Elle est même, faut le dire, complètement nulle à utiliser l'application. Alors je sais pas si c'est elle qui est nulle ou si c'est moi qui fais mal l'application, mais ça montre quand même qu'il y a vraiment des grosses et des différences radicales d'utilisation, quoi. Et donc l'A/B testing, pour en revenir à tout ça, je pense que c'est une des façons clairement d'essayer de trouver un consensus entre ce qui est simple d'utilisation pour un moldu ou pour un utilisateur aguerri, quoi. En l'occurrence, de l'A/B testing, on commence à s'y mettre chez Captain Train. Pour être honnête, on le fait plus sur la partie web app parce que c'est clairement plus simple à faire sur des technologies telles que le web. Et par contre, on n'a pas encore vraiment abordé le problème sur Android ou iOS. Mais c'est clairement des notions qu'on essaie de garder en tête et qu'on aimerait bien utiliser, quoi. Parce que clairement, l'A/B testing, c'est un morceau, donc c'est clairement utile, mais c'est extrêmement compliqué à mettre en place. Même pour le web où c'est plus simple, ça reste quand même beaucoup de travail parce qu'il faut faire techniquement presque deux applications différentes, au moins deux, peut-être plus. Il faut aussi quelqu'un derrière qui puisse analyser et comprendre les données qui en ressortent. Il faut aussi le système qui permet de dispatcher les différentes versions de l'application, etc. Donc, c'est quand même du taf, hein. C'est quand même vraiment du travail, l'air de rien. Exactement. Maintenant, on a Firebase qui aide un petit peu ça avec les remote config. Mais maintenant, moi, je voulais dire aussi, hormis ce principe-là, on peut aussi faire de l'A/B testing en invitant des gens chez nous et en leur présentant des prototypes.
et voir un peu comment ils réagissent. Parce que, donc parfois il y a des études où on paye des gens à venir dans les locaux de la boîte, on leur présente différents morceaux de l'application qui sont en train d'être développés, et on va présenter à monsieur A l'application d'une certaine forme, et à madame B en fait l'application sous une autre forme, et voir un petit peu comment ils vont réagir. Ouais. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous faites ou pas Oui, du tout, alors c'est quelque chose qu'on fait. Alors on le fait pas venir directement les utilisateurs, mais nous on va au Starbucks et on demande à des gens qui sont en train de boire leur café, est-ce que ça vous dit que je vous paye votre café si vous me réservez un billet de train sur l'application, quoi. Et en fait ça permet vraiment de voir les utilisations vraiment de gens lambda. Donc des fois on va tomber sur des gens qui ont 75 ans et qui ont une utilisation complètement différente d'une personne qui a 15 ans, quoi. Donc ça c'est plutôt enrichissant comme expérience. Par contre, ça manque de volume. On n'a pas cette volumétrie que je dirais l'A/B testing peut apporter sur les résultats, quoi. Donc on a vraiment une tendance juste à utiliser ça juste pour vraiment comprendre les gros problèmes. Parce que si on sent que sur 5 tests, il y a eu 5 personnes qui n'ont pas du tout compris comment ça marchait, ben là on sait qu'il y a un problème, quoi. Par contre, de là à dire qu'un pattern qui est utilisé, enfin qui est préféré dans 2 cas sur 5 et l'autre dans 3 cas sur 5, ça permet pas vraiment de savoir si c'est justifié ou pas. En fait, ça manque un peu de volume, quoi. Donc je pense que là l'A/B testing est clairement une solution à ce genre d'aspect, quoi. Mais ils avaient ça, Google avait, à la Google I/O cette année avait aussi cette espèce de UX café où ils proposaient, ben voilà, vous avez une app, on est là, venez nous en parler. Je pense qu'ils font ça en interne aussi, simplement dire on est en train de travailler là-dessus, qu'est-ce que t'en penses? Je crois que ça déjà. Ouais. Eux, c'était un peu différent parce que du coup, ils abordaient carrément des personnes qui connaissent tout ce milieu-là, quoi. Alors que nous, en allant au Starbucks, mais vraiment, des gens qu'on connaît pas du tout, et c'est des gens, qui ont rien à voir avec le monde de l'IT ou de l'ergonomie, et donc qui se retrouvent à utiliser une app, et nous, on les regarde derrière utiliser le service, quoi. Mais c'est clairement encouragé. C'est pas la première fois que j'entends cette technique-là. Je sais que c'est clairement encouragé, en tout cas c'est le principe aussi de l'A/B testing. Enfin, c'est le principe de mettre ton produit dans les mains de quelqu'un le plus vite possible pour avoir un feedback aussi rapide que possible, pour emmagasiner un maximum de choses avec un public qui est complètement aléatoire. C'est vrai que ça peut être très très important, surtout si ton application est vraiment fortement orientée. Enfin, ton application va être fortement changée. Je n'arrive pas à m'exprimer, c'est terrible. En ton temps, on a tout notre temps. Il va y avoir beaucoup d'éventuelles ramifications si l'application est mal comprise, conçue. C'est ça. Et non intuitive. Non, surtout dans le cas, c'est ton application, le Trainline, c'est d'abord et avant tout un formulaire. Si les gens comprennent pas comment utiliser ce formulaire-là, vous vendez rien. C'est ça, exactement. C'est notre cœur de métier. Exactement. Le reste ne sert à rien si on ne fait pas ça bien. Donc c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus. Après, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que t'es tiraillé entre, parce que toutes ces phases-là, c'est super intéressant, on apprend beaucoup, mais ça demande, comme tu disais, beaucoup de ressources, puisque potentiellement, il faut un data scientist, il faut des gens ergonomes qui vont faire les tests utilisateurs, voilà. Donc ça peut demander beaucoup de temps. Donc je pense que, en fait, au début, on faisait pas du tout ça parce qu'on avait clairement pas les ressources pour le faire, et donc on s'est plus basé sur regarder l'existant, parce qu'on n'est pas les premiers à faire des formulaires de recherche, on n'est pas les premiers à essayer de vendre des billets, voilà. Donc on a une tendance à regarder ce qui existe, en tirer le positif et essayer de faire un espèce de mash-up de tout ce qui existe pour en sortir ce qui existe maintenant, à savoir l'application Trainline Europe, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment au début quand on n'est pas dimensionné de façon suffisante. C'est tout simplement de se baser sur l'existant, parce que en fait, l'existant, lui, il est clairement dimensionné pour faire ce genre de choses, et tu peux supposer que chacune de ces interfaces a été faite en ayant fait de l'A/B testing, en ayant fait des tests utilisateurs, etc., etc. Donc se baser là-dessus, en fait, c'est tout simplement en gros profiter du travail des autres, quoi. C'est un peu du plagiat, mais je pense que c'est ça le développement mobile aussi. C'est du plagiat un petit peu. Bah, c'est Steve Jobs, non, qui parlait de les gens malins copient beaucoup, quelque chose comme ça. Il y avait une phrase comme ça. C'est possible. Ouais.
Mais ouais. Alors, pas trop laid, mais Steve Jobs, pour ce qui est de copier les autres, je pense que ouais, il est bien placé pour savoir comment ça marche. Non, mais enfin, il y avait une phrase assez connue sur le fait, justement, il disait, voilà, être intelligent, c'est savoir comment, c'est savoir qui copier ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus, je connais plus la phrase exacte, mais c'était un peu, c'est un peu ça, en fait. C'est juste s'inspirer de quelque chose qui marche et en faire quelque chose d'un peu mieux. Exactement. Et la phrase était suivie par merci Xerox, non? mais justement, en l'occurrence, on peut critiquer Steve Jobs. Je suis le premier à critiquer quand il y en a besoin. Mais en l'occurrence, je pense pas qu'il y a pas juste une notion de copie. C'est-à-dire que il faisait pas que copier. Il avait une tendance à copier les principes, mais il avait une tendance aussi à les humanifier et à les rendre complètement simples d'utilisation. Et c'est là la différence entre juste une simple et pâle copie. C'est vraiment qu'il pousse les principes dans leur moindre retranchement pour en faire quelque chose d'accessible, quoi. Et je pense que c'est un peu ça aussi, c'est un peu comme ça qu'il faut travailler quand on fait de l'ergonomie sur mobile. C'est tout simplement d'utiliser l'existant et essayer d'aller un peu plus loin que ce qui existe pour faire en sorte qu'on soit meilleur que les autres, quoi. Clairement, mais je pense que si on reprend l'origine des deux plateformes iOS et Android, iOS au départ était beaucoup plus simple d'utilisation que Android à ses débuts aussi. Android était clairement beaucoup plus ingénieur oriented que l'était iOS. Et enfin, il y avait clairement un monde de différence. Maintenant, je crois que on n'a plus vraiment cet énorme gap entre les deux, mais clairement, les approches, les démarrages n'ont pas du tout été les mêmes. Et on sent que iOS avait toujours un peu cette avance, côté ergonomie, en tout cas, côté intuitif, côté simplicité, etc. Ah oui, complètement. Mais c'est assez marrant parce que à chaque fois que je suis en conférence comme ça, qu'on me demande c'est quoi la différence entre Android et iOS, et j'ai exactement la même vision, parce que moi qui ai côtoyé les deux mondes, Android au début, comme tu dis, c'était ultra geek. Quand tu regardais le framework, tu hallucinais sur tout ce qui est possible de faire. En fait, tu te rends compte que ça a presque été over-engineered, clairement, Android. Hein. Il y a, pour une classe, regardons Vue, tu vas voir le nombre de méthodes dans le framework Android et l'équivalent UI Vue sur iOS, il y en a peut-être 4 ou 5 fois moins. Et pourtant, ça fait très bien le travail, quoi. Et donc, Android a été plutôt au début un OS qui s'est concentré juste sur les possibilités techniques, mais sans vraiment s'occuper de comment apporter ces possibilités techniques à l'utilisateur. Alors qu'iOS a plutôt fait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt direct mis le paquet sur l'interaction avec l'utilisateur, donc avec un framework d'animation qui était juste parfait dès le début, et en coupant potentiellement des fonctionnalités ou des capacités, quoi. Donc on avait juste dans les applications iOS, au début, on avait juste des applis qui s'affichent point barre, mais c'était pas possible de faire tourner des choses en tâche de fond, c'est pas possible de partager des données entre les applications, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, iOS a rattrapé le retard d'Android, donc sur ces aspects fonctionnalités, donc la possibilité de faire tourner avec les background tasks, de faire tourner des tâches en tâche de fond, en tout cas à minima en tâche de fond sur iOS. De la même façon, on commence à partager de façon de plus en plus simple des données entre applications. Et puis à l'inverse, Android, lui, vu qu'ils avaient un background, des bases techniques qui étaient parfaites, ils ont juste essayé parfaites en termes de fonctionnalité. Je parle pas en termes d'ergonomie justement. Du coup, ils ont travaillé sur tous les aspects sur lesquels ils n'étaient pas bons. En l'occurrence, c'était tout ce qui était ergonomie et interface utilisateur. Je pense par exemple à tout ce framework animation où il a fallu qu'on attende la version 4.0 pour avoir quelque chose de correct, quoi. Ouais, clairement. Qui est l'équivalent de ce qu'il y avait sur iPhone OS 2.0 à l'époque, quoi. Au tout début, oui, c'est ça, tout à fait. Mais bon, voilà, on est. Que c'est fait par des ingénieurs, parce que donc même Material Design ça reste encore fort carré, donc en fait on regarde les boutons restent fort carrés, ce genre de choses. Même Material Design, toutes les icônes en fait c'est des formes géométriques et ce genre de choses, donc on sent quand même l'inspiration ingénieur. D'ailleurs la preuve c'est si on reprend les designers chez Google, il y en a beaucoup qui sortent des applications. Je ne pense pas avoir déjà vu ça du côté d'Apple, donc je pense notamment à Nick Butcher, Roman Murik, etc., ou des mecs qui sortent des trucs à chaque fois technique. Donc on voit qu'il y a une inspiration derrière qui est un petit peu ce côté ingénieur, ce côté cartésien, et qu'on ressent du côté Android, alors que justement Apple c'est plutôt l'inverse, c'est la fibre artistique, c'est la fibre qui ressort plus. Maintenant personnellement, mais ça c'est vraiment mes goûts, moi je trouve la iOS moche, j'aime pas du tout ces blurs, j'aime pas du tout le choix de couleurs, et les formes ne me plaisent pas, mais ça c'est vraiment personnel. Je pense que, je comprends parfaitement les gens qui aiment bien. Maintenant,
Pour moi, c'est une force le fait que ces deux OS soient à la fois si différents et pourtant qui se rapprochent dans leur fonctionnalité, dans leur fonctionnement, permet qu'il y en a pour tout le monde. Et c'est ça qui fait la force du truc. Donc il faut pas du tout dire Android c'est mieux qu'iOS ou iOS c'est mieux qu'Android. Je pense que c'est comme on disait, voilà, ils avaient tous les deux leurs forces de base avec leurs faiblesses. Ils ont tous les deux réussi à rattraper leur retard en se copiant un peu l'un l'autre, on va dire. Mais on se trouve maintenant à un niveau où les deux ont une qualité semblable. Et tant que tout le monde s'y retrouve, c'est ce qui est important. Tout à fait. Donc juste pour après, c'est marrant parce que ce point de vue-là, moi, j'ai pas tout à fait le même. Donc après, les personnes que tu citais, à savoir Roman ou Nick Butcher, enfin Roman Nurik ou Nick Butcher, bah justement, c'est pas des designers à la base, c'est plutôt des ingés qui se sont un peu reconvertis dans le design. Mais si tu regardes vraiment la Material Design Team, c'est vraiment que des designers et je suis à peu près persuadé qu'il y en a pas un qui fait du développement, quoi. Donc ils ont vraiment cette fibre artistique comme tu peux l'entendre chez Apple, quoi. Et après sur l'aspect design, en fait moi c'est marrant, je le vois pas du tout comme ça. Enfin je le vois pas côté cartésien sur la simplicité des formes, etc. Je pense que c'est en fait tout simplement l'évolution actuelle des interfaces qui est demandée par les utilisateurs, à savoir une simplicité des formes et une simplicité des interfaces, quoi. Donc moi je le vois pas vraiment comme un aspect un design d'ingénieur, mais plutôt juste un design qui vient répondre à une demande qui est la simplicité, parce que les gens en ont marre d'avoir des icônes un peu trop le skeuomorphisme où on avait cet aspect texturé, cet aspect ressemblant à la réalité. En fait les gens voulaient juste de mon point de vue quelque chose qui soit beaucoup plus plat mais beaucoup plus simple et donc beaucoup plus facile à analyser d'un seul coup d'œil, quoi. Mais voilà, toi chacun a son point de vue, c'est assez marrant de voir que pour toi c'est plutôt côté ingénieur. Ouais, parce que je sens le côté que je vois, enfin, après, c'est en analysant ce que je vois du côté d'Apple, je pense que c'est dégradé. Donc, moi, je disais les trucs que j'aime pas chez Apple, non, c'est le dégradé, je trouve ça affreux. Ouais. Et, notamment, on parlait de ça avec l'équipe iOS, où à chaque fois, le designer nous sort un design avec un dégradé, nous, on dit non, on veut pas ça, et puis alors, du coup, l'équipe iOS se fout de la gueule en disant, si Google vous disait que c'est bien, vous diriez que c'est bien, etc. Mais du coup, le truc, c'est, voilà, donc, tu vois, donc comme tu disais, voilà, cette texture, etc. J'ai l'impression que iOS retourne plus vers ça, notamment, tu vois, ils font des effets de flou avec un effet un peu texture, un peu comme ça, comme s'il y avait vraiment une sorte de plexiglas par devant, ouais. Justement que Android s'écarte de ça complètement. Donc, je sais pas si c'est ce que les gens veulent ou pas. Moi, je comprends ton point de vue. Je pense que t'as effectivement raison aussi dans ton argumentation. Est-ce que c'est ce que les gens veulent ou est-ce que c'est l'historique aussi? Parce que, mine de rien, Material Design, bien que c'est d'ailleurs un magnifique guideline de design, ne s'écarte pas tant que ça de Holo, quoi. On voit l'inspiration, on voit d'où ça vient. Tout à fait. Hein. Ouais, tout à fait. Et que, voilà, et pareil, iOS, on voit aussi d'où ça vient. Enfin, d'ailleurs, c'est toujours la même chose. Hein. Ouais, non, je troll, mais donc, on voit quand même effectivement, les choix qui ont été faits, c'est des choix qui reposent aussi sur l'existant. Et donc voilà, c'est ce côté ingénieur, on va dire, de base d'Android, perdure dans Material Design, à mon sens. Mais voilà, c'est peut-être que je déforme. Non, mais enfin, je pense que chacun a sa vision des choses. Je pense que, clairement, l'aspect ingénieur dans le design, Material Design, je pense que c'est clairement que cette simplicité le rend accessible, en fait. C'est-à-dire que le commun des développeurs peut se permettre d'essayer de faire une interface, tout simplement parce que en réduisant au maximum l'expression de ce que c'est qu'un design, ça le rend plus accessible et donc plus facile à développer à partir de rien, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui je pense est un bon aspect, quoi. Absolument, moi je dois dire, ça fait penser à Bootstrap. Bah oui, mais c'est ça. Moi qui suis, j'ai absolument aucune fibre design, graphique, quoi que ce soit. Pardon ? J'osais pas le dire. Non, mais que dalle. J'ai vraiment du mal et je dois dire que le Material Design, parce que bon, moi je fais que de l'Android et ça me mode bien. Mais depuis Material Design, je peux facilement faire des apps qui ont de la gueule parce que il y a toute cette réflexion qui a été faite par des gens qui savent, par des gens qui ont vraiment passé le temps à mettre ça en place. Et il y a énormément de choses qui sont faites et qui pas complètement automatiquement mais qui vont induire une certaine ergonomie aussi
notamment je pense au Recycler View avec les cartes, qui aident pas mal à avoir un peu cette notion de contenu, les élévations qui aussi permettent, voilà. Il y a toute une série de choses qui aident. Maintenant il y a moyen de faire un chaos pas possible, hein, c'est sûr. Ouais. Mais Les cartes personnellement ça me sort par les yeux, je peux plus les c'est voir, vrai. mais bon. Ah bon. Ouais. Mais ok. Après, mais l'idée est là, en fait, c'est simplement pour oui. dire, ok, voilà, nous, on a déjà mis en place un système qui permet de mettre un peu du contenu en avant, ou en tout cas de séparer un peu des bouts. Maintenant, les 3/4 du temps, quand moi je fais une liste, c'est de plus en plus rare que j'utilise des cartes, sauf si c'est pour montrer vraiment un truc séparé, quoi. Juste un petit bout, une espèce d'overlay ou un truc que je dois dire, tiens, là, il y a des informations que j'ai envie que tu vois tout le temps, et le reste du temps, ce sera une liste avec un truc relativement plat, quoi. Mais j'utilise de temps en temps un peu cette notion de carte pour dire, tiens, voilà un morceau d'information qui va être un petit peu séparé du reste de l'écran, mais c'est juste parce que j'ai envie que tu gardes ça en tête. Voilà. Ouais. Après, je pense qu'il y a un dernier aspect, je pense qui peut expliquer cette différence entre le design iOS et le design Android. C'est un peu, qui peut expliquer la genèse ou plutôt le pourquoi on en est arrivé là. C'est aussi, et ça va un peu à l'encontre de ce que je disais avant, où les designers ont quand même une tendance à s'écarter de la technique. Mais je pense que en l'occurrence, Material Design a quand même réfléchi un peu à la technique. C'est-à-dire que Material Design se doit de tourner sur des téléphones Android. Et les téléphones Android, bien sûr, on peut en avoir des Wiko, on peut avoir des Samsung Galaxy S7 dernier cri. Donc ce range, ce panel de devices fait qu'on peut pas se permettre de tout faire dans le design. Et donc Material Design, par sa simplicité, peut tourner à peu près partout, quelle que soit la puissance du terminal. Alors que tous ces rendus de flou en temps réel qu'on a sur iOS, clairement sur un Wiko, je pense qu'on le fait brûler directement dès qu'on commence à faire un flou. Je suis même pas sûr qu'il arrivera à faire du rendering à 60 fps, ce genre de choses. Donc je pense que clairement c'est aussi une des raisons de la paternité ou de la jeunesse de Material Design, quoi. C'est de s'adapter à tous les téléphones, quelle que soit leur puissance, quoi. Et puis ça se voit dans Android Wear aussi. Si tu regardes Android Wear, je trouve vraiment à la patte en Material Design qui ressemble très fort au téléphone. Je trouve que l'Apple Watch ne ressemble pas vraiment à iOS. Oui. Donc il y a vraiment voilà, le fait que, comme tu dis, voilà, Material Design peut s'exécuter partout. C'est sa force qui permet justement d'avoir un truc plus cohérent, à mon sens, en tout cas, que iOS. C'est ça, et c'est vraiment tout le travail que j'ai apprécié dans Material Design, c'est d'avoir une notion d'interface simple mais agréable, quoi. Parce que souvent on considère que faire quelque chose de beau, ça implique beaucoup de visuels ou beaucoup d'aspects graphiques, quoi. En fait, on se rend compte qu'avec un pauvre carré, une ombre et un fond bleu, on peut faire quelque chose de superbe, enfin en tout cas qui est agréable à l'œil, quoi. Et un ripple effect. Et un petit ripple effect, ouais. Le ripple. Mais ça, le comment ripple, est-ce qu'on dit en français d'ailleurs, le ripple? Ripple, ça va être... je sais plus comment ça s'appelle. Des vagues. Les vaguelettes d'eau. La goutte d'eau. Je sais pas. Ouais. Mais oui, ça. Mais c'est vrai que cette notion de mouvement, cette notion de mouvement, de trucs qui bougent, d'animation, etc. Ça. Ondulation, c'est beau ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci Google Translate. Après, je vais quand même, enfin, moi, je veux réussir sur un truc, c'est que voilà, comme tu disais, Yannick, ça permet de faire des applications qui donnent pas envie de s'arracher les yeux, et donc c'est aussi pour ça que je parlais de Bootstrap, c'est-à-dire que moi, Bootstrap, quand je faisais du web, j'utilisais Bootstrap d'office parce que ça permettait que ce soit pas pareil, horrible. Ouais, mais ça ne rendait pas l'application belle pour autant. Je veux dire, le nombre de fois où j'ai fait un truc en interne juste pour nous, et on me disait ton truc est moche. Ouais, j'ai utilisé Bootstrap parce que sinon, si je le faisais moi-même, c'était encore pire. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Content, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je pense que Material Design, quand on fait une application simple, c'est le même principe. Ça ne rend pas l'application belle, ça la rend pas horrible. Voilà. Et du coup, il faut rendre le mérite au designer. Ici, encore aujourd'hui, justement, je montre un écran au designer, et fait tu sais, en fait, le truc, c'est que le bazar devait être un petit peu plus à droite, un peu plus à gauche, etc. C'est bon, je viens de faire une animation de dingue, je suis bien content de moi, et puis tu m'ennuies parce que le truc est pas à 8 pixels à droite au lieu d'être à 16, et au final, quand on veut vraiment mettre un peu de bonne volonté et que du coup on passe son temps à aller peaufiner les petits détails tels qu'ils sont dans les designs, on se rend compte qu'il a raison. On se rend compte qu'effectivement, c'est pas juste le fait d'appliquer 2-3 guidelines, c'est l'ensemble que le designer a passé son temps à mettre dedans, à essayer de faire un truc. Et si on prend écran par écran et que tu vas dire ouais mais attends, c'est pas grave,
ça ressemble grosso modo. Le problème, c'est que quand ça ressemble grosso modo sur un écran et ça ressemble grosso modo sur un autre écran, au final, tu vois cette différence et c'est pas très joli. Donc, le fait d'appliquer les guidelines, c'est pas tout. Il faut arriver à mettre tout ça en musique, quoi. Et c'est Tout à là que fait. les designers ont un rôle très important, et donc il faut leur rendre ce qui leur appartient, et que voilà, c'est pas parce que les guidelines nous permettent de faire des trucs pas horribles que leur travail est fini. Bien au contraire. En fait, le problème, c'est que les guidelines, c'est du papier, et ensuite on a le framework qui nous permet en gros, de modéliser toutes ces guidelines, mais le framework, il va juste donner des blocs, il va pas donner l'intégralité de l'écran, quoi. Et donc après, il faut encore positionner ces blocs les uns à côté des autres, ou les uns en face des autres, et oui, ça, c'est clairement le travail d'un designer, ou, moi, de mon point de vue, c'est quelque chose que les développeurs se doivent en tout cas, potentiellement pas de maîtriser, mais en tout cas d'avoir une certaine affinité envers cette notion-là, parce que c'est super important, quoi. Donc toi tu dis que les développeurs devraient avoir une notion de design? Ah oui, mais moi je suis complètement convaincu que les développeurs doivent avoir une notion de design, et que les designers doivent avoir ces notions de contraintes de développeurs, parce que c'est aussi quelque chose, c'est quelque chose de bilatéral. Il y a des contraintes dans les deux sens, et je pense qu'on gagne vraiment à comprendre en tant que développeur ce que sont une belle interface, ou une interface accessible. Et puis dans l'autre sens, un designer gagne aussi à comprendre ce que sont que les contraintes Android qui a de plusieurs tailles d'écran, qui peut tourner à tout moment entre landscape, portrait, etc., etc. Donc, c'est des choses qui pour moi sont super importantes. En tout cas, faire mixer ces deux mondes-là, c'est super important pour réaliser un bon produit et une bonne application. Et ben du coup alors tant mieux. Enfin je suis content que tu dises ça, puisque comme je disais tout à l'heure, je suis une vraie clinge en design. Donc qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil pour m'améliorer? Comment est-ce que je peux me démarrer là-dedans? Parce que comme je disais, moi j'ai absolument pas cette fibre cette fibre visuelle, je veux dire, j'arrive pas à produire des trucs, ou en tout cas à voir des trucs beaux ou qui vont bien, ou genre exemple, choisir des couleurs qui vont ensemble. J'y arrive pas. Comment est-ce que où est-ce que je peux démarrer pour changer ça? C'est assez marrant, mais après ça c'est aussi très subjectif, mais choisir des couleurs c'est pas quelque chose de simple, mais on peut très bien se baser sur des palettes qui ont été choisies par des gens qui eux ont plus d'affinité avec les couleurs. Donc il y a des sites pour ça, alors j'ai plus les noms, je crois que c'est color.com. Il y en a plusieurs en fait qu'on peut trouver sur internet. En gros, moi typiquement, par exemple, prenons l'exemple du quand je fais une présentation. En fait, je vais commencer par trouver des couleurs. Donc on peut aller sur Color Hunt, Adobe Color CC. Voilà, j'en ai plusieurs un petit peu qui me servent à chaque fois, et on va retrouver des palettes de couleurs. Et donc ce que je vais faire, parce que je suis pas designer, donc c'est de simplifier tout ça, c'est de m'amuser avec 3 couleurs au maximum. Donc 2 couleurs, on va dire un petit peu flashy. Donc je sais pas, prenons un bleu et un jaune un petit peu palo, enfin pas un jaune fluo, hein, plutôt un jaune palo. Et puis ensuite je vais jouer avec ça, quoi. Et puis bien sûr j'aurai le blanc ou un gris, ou une nuance de gris, et puis une nuance de gris clair et une nuance de gris noir. Donc je vais juste choisir ces couleurs-là, puis ensuite je vais aller trouver une police de caractère, et puis je vais commencer à jouer avec tout ça, quoi. Et pour jouer avec tout ça, en fait, je pense que oui, il y a beaucoup de subjectifs. Donc comment savoir si c'est beau ou pas? C'est à force d'essais, on se rend compte que ça nous plaît plus, ou que de telle façon ça nous plaît plus. Et puis on va aussi se baser sur beaucoup d'existants. Donc faut pas hésiter à aller sur des sites comme Dribbble, sur Pinterest, qui est peut-être considéré comme plutôt orienté vers les femmes. Moi je trouve pas du tout, parce qu'il y a quand même beaucoup d'inspiration à prendre là-dedans. Et en fait c'est vraiment dans toutes ces inspirations là qu'il faut puiser pour comprendre ce que c'est qu'un beau design, ou un design agréable, quoi. Sachant que tout ça, de toute façon, pour moi c'est pas intemporel, le design. C'est ça le problème, hein. En tout cas quand on parle vraiment que de design graphique, c'est pas quelque chose d'intemporel, puisque quand on voit Material Design, si on avait sorti Material Design il y a 5 ou 6 ans, je suis sûr que ça n'aurait pas plu du tout aux utilisateurs, quoi. De la même façon que l'aspect actuel d'iOS n'aurait pas plu du tout aux utilisateurs il y a 5 ans, et ne plaira sûrement pas dans 5 ans, quoi. Et d'ailleurs, c'est un peu l'exemple, c'est quand je vais retrouver des écrans d'Android 2. Ou 1.5 ou 1.6 maintenant, je me dis comment j'ai pu utiliser ça. Et de la même façon, quand je vais voir un écran iOS d'iOS 2, je me dis putain, à l'époque je trouvais ça super bien, mais en fait c'était horrible, quoi. C'était juste horrible, ces gradients glossy. Voilà, donc je pense vraiment que le design c'est aussi quelque chose qui est pas intemporel, et qui évolue au fur et à mesure du temps. Et donc c'est vraiment une espèce
de consensus global entre les designers et les gens de la communauté du design, quoi. Ben, merci beaucoup pour cette réponse. Voilà. Mais donc, en fait, malheureusement, j'ai pas trop de super réponses à te donner. Je pense que c'est beaucoup d'inspiration, en fait. C'est beaucoup Mais voilà, c'est ça que j'allais dire. La réponse que moi j'ai reçue, c'est j'ai du travail. En gros, fais tes devoirs et va voir un peu ce qui se passe. Il faut assimiler beaucoup de choses. Alors, regarder. Utilise en fait, des outils. Déjà, quand tu utilises des apps, il faut pas juste regarder l'app comme un produit, comme une fonctionnalité, quoi. Il faut aussi regarder l'app comme un beau produit, un produit design. Et déjà, là, tu vas apprendre des choses juste en regardant ça, quoi. Donc le fait, toi, par exemple, tu m'as parlé des stations, de la suggestion de stations dans l'appli Trendline Europe, c'est que tu as plus regardé la fonctionnalité que le visuel. Alors que, bon, t'as quand même parlé de l'animation, mais typiquement, l'animation, elle apporte énormément, puisqu'elle exprime la transition entre le formulaire de recherche et l'état, je remplis un champ de ce formulaire. Et cette transition, elle est super importante. De la même façon, les ombres que tu peux avoir entre l'app bar et le contenu, c'est super important parce que ça vient séparer vraiment l'app bar du contenu. De la même façon que la recherche, quand tu lances une recherche, on va avoir une animation avec un train qui commence à bouger, les nuages qui se déplacent, les oiseaux qui battent des ailes. Bah, tout ça, c'est des petits aspects qu'il faut bien regarder et sur lesquels il faut vraiment s'inspirer pour tout simplement arriver à se construire son monde du design, quoi. Tout à fait. Ben, oui. Merci. C'est très bien. Merci pour c'est ça. facile à dire, mais voilà, après ça demande beaucoup de travail. Et pour être honnête, moi j'ai commencé avant même de faire du dev sur mobile, que je commençais déjà à faire un peu de design. Et c'est toujours quelque chose qui m'a plu, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de dire ça parce qu'en fait c'est quelque chose qui me plaît. Comme je prends mon pied là-dedans, je continue à le faire. Quand on prend pas son pied dans le design, c'est vrai que c'est plus compliqué de se familiariser avec ça et de considérer, d'y passer du temps en fait. En tout cas, moi, ce qui me bloque aussi, c'est que moi, je suis très ordinateur, technique, logiciel, et donc quand je sors un logiciel pour faire quelque chose en design, déjà à la base, je comprends rien. Alors là, ça me ralentit très très fort. Alors quand j'essaie de faire un truc qui dans ma tête semble super simple, genre tiens, je vais faire un rond puis mettre puis une barre et puis après tirer deux trucs et hop, c'est censé faire quelque chose de facile. Et puis après, j'arrive dans un Photoshop ou dans un Illustrator et je comprends plus rien. J'ai enfin découvert un truc qui s'appelle Affinity Designer qui, lui, commence à enfin parler mon langage. En tout cas, je commence à m'y retrouver. J'ai réussi à faire notre superbe logo de Android Leaks avec cet outil. C'était extraordinairement fabuleux. J'ai pu mettre mon carré avec mon demi-rond et mes petites barres et ça a fait la tête d'Android et j'étais très content de moi. Ouais. Mais avant cet outil-là, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me... Enfin, en gros, j'étais vraiment freiné par ma frustration de ne pas comprendre l'outil. Et du coup, oui, non, je m'amuse pas du tout. Quand je suis frustré, je m'amuse pas, c'est clair. Ouais, c'est normal. Et faut passer cette phase, en fait. Faut vraiment arriver à passer cette phase. Mais Affinity Designer, je suis le premier à en faire la promotion. J'arrête pas de tweeter autour de cet outil. C'est juste... après mes 8 ans... Mais je crois que c'est ta faute que j'utilise, en fait. Je suis juste un adorateur inconditionnel de ce logiciel qui, je trouve, a complètement compris ce qu'il fallait faire, en fait. Je comprends même pas pourquoi j'utilisais Photoshop avant, quoi. Voilà. Je crois que c'est à cause de toi que je l'utilise, en fait. Ou grâce à toi, plutôt. C'est bien. Notamment la toute dernière version qui est sortie aujourd'hui, qui est juste une tuerie et qui introduit des notions telles que les constraints, donc les contraintes. Donc on peut commencer à faire des layouts. Quand on va les agrandir, en fait, ça ressemble beaucoup à coordinateur layout dans Android. On peut dire cette vue elle va rester collée en bas à droite et quand on va agrandir le rectangle, en fait, le carré va rester collé en bas à droite. Donc c'est vraiment comme un coordinateur layout, mais dans un éditeur de graphique, quoi. Et puis il y avait une autre notion donc tu parlais aussi je pense qu'il y a un des aspects dont j'en parle des fois un petit peu lors de mes conférences. Donc déjà donc il y a cette notion de les gens ils ont cette peur d'utiliser un outil graphique, quoi. Donc moi je pense qu'un jour je ferai une conférence comme ça en mode passer de dev à designer en 1 heure. Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant. Je pense que c'est un peu prétentieux de dire d'avoir ce nom de conférence, quoi, mais en tout cas d'expliquer comment on peut en tant que dev quand même utiliser ou ouvrir Affinity Designer ou ouvrir Photoshop et faire quelque chose qui a de la gueule, quoi. Donc ça, je pense que c'est possible de le faire. Faudra que je trouve un moment pour faire une conférence là-dessus. Et avec un nom pareil, tu vas pas te faire que des copains. En Belgique à venir le faire. Donc, GDG Bruxelles, GDG Namur, DevFest quand tu veux. D'accord. N'hésite pas à venir. Merci beaucoup pour on te payera le billet de train.
Ah, intéressant, mais acheter sur Trainline Europe? Ben, bien entendu. On te montrera comment on commande si tu veux. On ira prendre un café ensemble. Et donc, donc un autre aspect en fait qui me frustre énormément en fait, c'est et qui moi pour moi m'horripile parce qu'en fait je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les développeurs sont si n'ayons pas peur des mots, aussi nuls en design, c'est parce que tout simplement ils ont pas d'inspiration quoi. C'est-à-dire que tous les outils qu'on a en tant que développeur, ils ne sont pas pensés ergonomiques et ils ne sont pas pensés d'un point de vue design. Là où, quand on va voir les outils de développement, par exemple, dans le monde Apple, donc vraiment dans les outils de développement iOS, on se rend compte en fait que le moindre truc qui permet de regarder, je sais pas, les threads en train de tourner actuellement dans le process, ben même ça, c'est ergonomique quoi. Alors que quand on parle de système tracer, je sais plus exactement le nom, Systrace. Enfin voilà, je suis d'accord que l'information est là, mais c'est juste une horreur à utiliser. Et en fait, ça pousse pas l'utilisateur, ou en tout cas plutôt en l'occurrence le développeur, à avoir cette notion de qu'est-ce qui est ergonomique, qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui est facile d'utilisation ou qu'est-ce qui est beau, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me chagrine, quoi. Vraiment beaucoup parce que, enfin voilà, j'ai l'impression qu'en fait les développeurs sont tous baignés ou biberonnés au terminal, et c'est pas dans un terminal que tu comprends comment faire une interface graphique, quoi. C'est vrai. Tout à fait. Voilà. Pourquoi vouloir plus qu'un terminal? Le terminal est suffisant à tout. Oui, non mais une fois que tu sais utiliser Vim ou Emacs, ouais, voilà. on va pas lancer le débat. Voilà, c'est bon. Oui, mais voilà, avec Vim, tu ne vas pas apprendre à positionner un bouton au bon endroit sur une interface, quoi. C'est un peu le problème. Et je suis un petit peu content d'Android Studio dans cet aspect-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, mais il a quand même fait un grand pas en avant sur l'ergonomie, sur les. Ouais, exactement. Ce qui est drôle, c'est que donc à la Google I.O., je me suis plaint de ça en fait près de Thornorby, donc qui est un des gars de l'équipe Tool, donc outils, parce que justement, moi je te disais un truc qui m'énerve, c'est que quand j'ouvre un fichier Gradle, il n'y a pas d'autocomplétion. Mais à côté de ça, ils vont te faire une interface point and click où tu peux aller changer tes dépendances. Et donc pour moi, enfin justement, je trouve que l'outil justement qui est l'IDE est normalement destiné à des gens qui sont un peu des power users, donc ils vont avoir tendance à ouvrir le code et à vouloir travailler dedans. Et visiblement, la vision que eux en ont, c'est que tout le monde devrait pouvoir y arriver sans pour autant être un power user. Donc tout le monde pourrait ajouter une dépendance. Et du coup, ça va à l'encontre de mon besoin, de mon envie. Et donc, Constraint Layout, c'est pareil. Ça me fait lâcher mon clavier pour prendre ma souris pour aller placer des vues, et ça va me frustrer parce que j'arrive pas à le mettre comme je veux. Alors que si avec le clavier, bah, je tape les trucs, ça va tout seul. Donc, tu parles de coordinateur, pas du tout en fait. Ah oui, d'accord. Non, c'est un coordinateur layout parce qu'ils ont leur interface graphique pour placer les vues. Constraint Layout, ok. Constraint, oui, excuse-moi. Coordinateur layout, c'est génial. Constraint Layout, j'aime un peu moins. Mais pourtant, c'est un potentiel de fou. Je suis sûr ce sera une autre discussion sur un autre podcast. D'accord. Ouais, parce que là, sinon, on est parti pour 2 heures. Mais donc voilà, mais moi, je suis pas d'accord avec toi sur ce principe-là, c'est que justement, enfin, je suis pas persuadé que ce soit l'outil de développement qui doit apprendre aux développeurs comment designer, puisque pour moi, souvent, c'est le genre d'outil qui devrait être le plus focalisé sur le power user et sur la productivité plutôt que sur la beauté du truc. Ouais, bah en fait, je pense que tu as mal compris exactement ce que je dis. Je dis pas que l'outil de développement doit faire en sorte que tu puisses tout faire en mode graphique. Je dis pas ça, mais je dis que le peu de graphique qui y affiche, il doit être fait de façon intuitive et accessible, quoi. Et j'ai pas l'impression que ça soit ça, quoi. Mais je suis complètement d'accord avec toi que j'ai pas du tout envie d'ajouter une dépendance avec un bouton plus de dépendance, aller chercher une dépendance à la main dans une interface graphique. Je préfère l'écrire directement avec une autocomplétion dans le texte, quoi. On est tous d'accord avec ça. Mais le peu qu'on a d'outils, enfin, faut être honnête, notamment dans le monde Android, on n'a pas des outils qui sont super intéressants. Enfin, le moindre truc que j'utilise, par exemple, Archiviewer, en termes de fonctionnalité, c'est juste une tuerie, mais en termes d'interaction, c'est juste une horreur, quoi. C'est une horreur. Mais justement, il s'améliore, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec Android Studio, il commence à faire attention à ça, et tu prends Systrace et tu prends aussi le GPU ou le CPU tracker, ou je sais plus comment il s'appelle, dans Android Studio. Ben voilà, ça commence à devenir un outil qui est beaucoup plus facile à comprendre et à regarder, utiliser. Alors que, en effet, le Systrace, oui, toute la donnée est dedans, bonne chance pour la retrouver. Voilà, c'est ça.
Si t'as pas lu, Mais c'est si t'as super pas lu puissant. la brique, historienne aussi, hein. si t'as pas lu la brique de 350 pages pour comprendre où se trouve la donnée et comment la comprendre, C'est ça. c'est 6-13. Voilà. Alors, un peu avant de conclure ce podcast, j'avais une petite question, parce que donc, voilà, on a parlé beaucoup de design, d'ergonomie, etc. Mais du coup, j'avais envie de remettre un petit peu ça aussi au niveau du code. Est-ce que quand tu fais est-ce une bonne application, une ergonomique, nécessite une architecture particulière? Est-ce que justement tu vas utiliser des choses par exemple réactives, donc ou genre de choses, ou est-ce qu'au contraire c'est pas un prérequis du tout? L'architecture logicielle donc. Hein. Ouais. L'architecture logicielle, bien sûr. Ok. Alors déjà, je pense, ce qui est assez marrant, c'est que déjà, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique à ce genre de questions. Hein. Vraiment, ça dépend de vos besoins. Mais en tout cas, dans le cas de quand on parle juste d'interface graphique, moi je pense pas que l'architecture logicielle, donc que ce soit MVVM, MVP, Viper, whatever, de toute façon ça va rien influer sur l'interface en elle-même, hein, puisque l'interface c'est vraiment que sur l'aspect vue, et normalement ça va pas plus loin que l'aspect vue, quoi. Donc je pense pas que l'architecture va influer sur l'ergonomie ou la façon d'afficher les informations à l'écran, quoi. Par contre, après, moi, ma façon personnelle de faire des choses, donc en fait, c'est que j'ai une tendance quand même à beaucoup coller aussi, parce que alors, faut comprendre un peu l'historique de Capitaine Train, c'est-à-dire qu'on n'a pas des grosses équipes, on a des équipes de dev de 2 à 3 personnes maximum par plateforme, et donc on peut pas se permettre de partir dans des technologies un peu tendance en ce moment, ou que je dirais un peu hipster, voilà, du moment, parce qu'on doit s'assurer qu'à 2 personnes, on aura des choses qui fonctionneront sur le long terme, quoi, et qui suivront les évolutions d'Android, quoi. Donc on a plutôt une tendance à coller ce que fait le framework, quoi. Ça veut dire clairement avoir des trucs qui sont pas forcément sympas à utiliser. On sait que le framework a pas tout bon là-dedans, mais en l'occurrence, par contre, ça nous permet de suivre rapidement les évolutions, voire d'avoir les évolutions sans même rien faire, quoi. Donc je pense par exemple à un exemple tel que le multi-window. Puisqu'on faisait déjà les config change sans aucun problème avant, je veux dire, le multi-window, on l'a gratuitement, quoi. D'accord? Alors que si on commence à rentrer dans des architectures un peu bizarres, où on commence à se dire non, mais moi je suis pas d'accord avec ce que fait le système dans les on-save instance state et comment il dispatche le on-save instance state dans les vues, eh ben bon courage pour faire marcher ça sur du multi-window, quoi. Donc, je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, parce qu'en fait, je pense pas que, enfin, pour moi, vraiment, la réponse, c'est qu'il y a pas, une architecture va pas influer sur la façon dont tu vas faire, enfin, en tout cas, l'architecture logicielle va pas influer sur ta UI, et inversement, quoi. Par contre, après, pour faire une bonne UI, oui, bien sûr, il faut pas hésiter à utiliser des choses qui existent déjà, telles que l'Android Design Support Library, la Support Lib, AppCompat, enfin, ce genre de choses, ou des librairies tierces, hein, bien sûr. Ah, quand même. Je peux résumer ce que tu dis en disant que voilà, c'est pas forcément, en fait c'est un peu comme pour tout, c'est-à-dire qu'on s'en fout un petit peu du design pattern que tu vas utiliser, à tout moment où tu codes proprement et que tu t'essayes de respecter un maximum le framework. Exactement. Et pas aller à son encontre, et voilà, et à ce moment-là, une fois que tu fais les choses bien, tant qu'elles sont bien faites en code et qu'elles sont bien faites en UI, ça continuera de fonctionner toujours. Exactement, quoi. Et donc après en UI, si on veut descendre vraiment très loin, je sais qu'il y a beaucoup de, en fait, il faut avoir une connaissance. Laisse-moi redire ça plus. En fait, j'ai l'impression que quand je vais aux conférences, j'ai l'impression que les gens sont en train de réinventer ce que fait le framework. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas une connaissance accrue du framework, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans le framework en termes d'UI, genre le fait de pouvoir faire un bouton qui change d'état en fonction de si on le presse, s'il est focus, s'il est selected, activated, etc. Tout ça, c'est de base dans le framework. Donc là, je trouve c'est un exemple vraiment basique qui, je pense, est maintenant complètement connu de tout le monde. Il y a beaucoup de choses comme ça que les gens ont une tendance à réinventer alors qu'ils sont fournis par Google, soit dans les supports libres, soit directement dans le framework. Donc, plutôt que de réinventer la roue, essayez juste de comprendre, enfin, je dis pas ça, essayez, je vous parle pas à vous directement, Benjamin ou Yannick, mais en général, les gens, essayez vraiment de comprendre, ou en tout cas d'appréhender vraiment la plateforme et de comprendre que la plupart des problèmes que vous avez eus, vous n'êtes pas les premiers à les avoir eus et qui sont déjà résolus par d'autres développeurs, voire par les développeurs de Google, quoi.
Voir sur le framework directement avec je trouve qu'ils ont justement fait un très bon travail. Je me rappelle des débuts où ça y est, maintenant on a une nouvelle version de l'OS, il y a plus rien qui marche, il faut penser à trouver des trucs, j'ai envie d'utiliser cette nouvelle petite touche visuelle, mais ça marche que sur les nouvelles versions et pas les anciennes. Alors du coup on est parti, et puis là ils ont quand même sorti les apps compat, ils ont sorti les support library, etc. Ils ont fait un sacré bon boulot là-dedans. C'est pas toujours parfait, mais en attendant, on commence maintenant à avoir un truc vachement bien foutu, sans devoir vraiment aller chercher très loin, finalement, puisque c'est gratos, ça vient d'office avec tout le package. Ouais, tout à fait. Alors après, AppCompat, j'avais bitché récemment, je me rappelle avoir fait un tweet qui avait pas forcément plu chez Google, en mode, pour comprendre AppCompat, faut trois PhD et 2 masters. Mais en fait, c'est vrai qu'AppCompat, c'est quelque chose de super puissant. Le problème, c'est que ça introduit des notions. Enfin, en fait, ça implique de comprendre super bien Android et ça implique de comprendre super bien AppCompat, qui vient se baser sur des notions assez tricky, assez complexes d'Android. Donc c'est vrai que une fois qu'on le maîtrise bien, en fait, c'est vraiment un outil ultra puissant. Mais ça, c'est pas accessible à tout le monde et c'est un peu ça que je reproche à AppCompat, quoi. Ouais, c'est pas faux. Puis ça casse parfois aussi. Et puis, alors ça, c'est un autre problème, c'est que oui, ça casse plus que le framework, oui. Mais en même temps, ça se met à jour, donc ça va. Oui, voilà, c'est ça, mais bon. Pour reprendre ce que tu disais avec les trucs qui sont dans le framework, alors j'ai plus le nom de la classe parce que c'est pas moi qui l'ai implémenté, mais notamment on a un problème avec une image qui devait être englobée par du texte, donc ce qu'on ferait en CSS avec un floating dans le web. Donc c'est-à-dire qu'on a l'image à droite et en fait on a le texte qui vient qui au début est à droite, enfin à la gauche de l'image, et puis en dessous quand le texte continue. Et en fait, du coup, mon collègue me dit comment est-ce qu'on ferait ça Et comment on commence à réfléchir justement à implémenter notre propre truc en disant au pire on va mettre une vue à nous, on va voir jusqu'où elle va, on calcule le nombre de lignes, après on coupe le texte pour revenir dans une autre text view en dessous, etc. Enfin, on a commencé à réfléchir à plein d'idées possibles d'y arriver. Et en fait, c'est de base dans le framework, donc il y a un truc pour dire voilà, j'ai mis l'image là, maintenant tourne autour. Mets-toi autour, voilà la taille, quoi. Et le truc se calcule pour tout seul, en fait. Après, j'ai oublié le nom de la classe, mais je me rappelle qu'il y a un 2 au bout du nom de la classe, donc c'est assez drôle. Ça veut dire que c'est pas la première. Voilà, c'était pas la première. Et visiblement, ils avaient pas d'idée pour le nom. D'accord. Mais ça, de souvenir, c'était juste dans Marshmallow, donc tout ce qu'ils appellent text layout, mais peut-être qu'en fait, tu vois, je connais pas exactement le framework, mais de souvenir, il y a eu des améliorations sur les text view dans Marshmallow, puisque ça te permet vraiment d'avoir un texte qui suit une shape, et non pas une shape forcément rectangulaire, mais potentiellement un cercle. Donc par exemple, sur une montre, tu peux vouloir écrire avec la shape circulaire autour, quoi. Donc, mais ici, c'est je vais dire des bêtises en fait, hein, donc on a déjà assez dit comme ça, donc je vais pas insister. Non, mais si c'était plutôt en mode floating, je pense que c'était un text layout. Enfin, il y a tout un package de texte. C'est bêtement une text view, et en fait, dans l'idée qu'on a fait, on a mis juste un frame layout avec dedans une image et avec le texte. Et en fait, sur le texte, il y a la classe, donc qui lui dit juste voilà donc il y a 40 dp de haut, 40 dp de large dans le coin en haut à droite, et maintenant démerde-toi avec ça, quoi. Ah, ok, d'accord. Et lui, du coup, à ce moment-là, il s'occupe. Enfin, comme nous, on a placé la vue dans le coin en haut à droite, et ben forcément, lui, après, il se dessine, autour de ça, donc il comprend qu'il y a une contrainte qui l'empêche d'aller jusque là. Et c'est relativement con. Et donc, ce qui est drôle, voilà, c'est qu'effectivement, au début, la première réflexe, ça a été de dire, nous, on connaît les trucs classiques, on va commencer à réinventer la roue, alors qu'en fait, c'était déjà là, quoi. Tout à fait. Mais ça, je pense que ça vaut une petite note dans les notes du podcast. Je le mettrai dans le show note, je retrouverai le nom de la classe, t'inquiète pas. Et je te l'enverrai si tu veux. Ouais, je vais regarder, parce que du coup, celle-là me dit rien comme ça. Les show notes de nos épisodes sont très très complets. Vraiment. J'ai regardé le dernier, c'était avec les weak références et tout ça, les sparse arrays, je l'ai maté celui-là. Ah ouais, bah voilà. Bon, je crois qu'on a beaucoup parlé, donc on va vite terminer cette histoire en te posant les questions les plus importantes quand même, je trouve. Alors la première, donne un peu une fonctionnalité d'Android Studio que tu aimes beaucoup, et on va essayer de ne pas te faire commande Shift A, ça marche pas, c'est pas autorisé. Commande Shift O. Non, en plus pour moi c'est vraiment commande Shift O. Après j'aime bien commande F12, donc tu sais, pour chercher directement dans une classe, ou sinon un truc que j'adore vraiment dans le dernier Android Studio, c'est l'APK Analyzer, parce que je suis aussi
un grand adepte des APK. En tout cas, je passe beaucoup de temps à m'assurer que mon APK il bundle pas 75% de son poids en dépendances qui ne servent à rien ou en ressources qui ne servent à rien. Donc, je passe beaucoup de temps à regarder ce qui se passe dans mes APK. Donc, je les pro-garde, j'essaie de stripper toutes les ressources qui servent à rien, mais ça fait toujours du bien d'avoir un outil comme ça qui te permet de voir où est le poids de ton APK, quoi. D'accord, très bien. Autre petite question, une librairie dont tu ne pourrais plus te passer. Bah, c'est triste à dire, mais je vais devoir dire, non, alors je vais pas dire AppCompat, je vais dire Support Library, parce que c'est pas la même chose. D'accord. Avec le support design alors. Non, la Support Lib, Android Support Lib, V4. Ah, la V4, ok, Ouais. ok. Et le thème Android Studio, blanc ou noir? Noir, dark. Ah, voilà un vrai. Et alors, j'ai envie de lancer une nouvelle tendance. Alors, je sais pas si ça va bien passer ou pas, mais je vais quand même essayer. Donc, la question bonus, c'est, à ton avis, c'est qui le plus fort? L'hippopotame ou l'éléphant? Parce que l'hippopotame, c'est quand même très très fort. Ben, j'aurais dit l'éléphant. Voilà. Donc, je sais pas si t'as reconnu la référence. Non. En fait, j'ai c'est pas. la cité de la peur, en fait. Ah, mais oui, mais maintenant ça me revient. Ça devient Désolé. n'importe Bon, bah, quoi ce c'était un podcast. fail. Tu aurais mis du Cléopâtre, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, je pense que je l'aurais trouvé. Mais là, la cité, Bah, écoute, la cité de la peur, voilà, non. Je suis passé à côté. Cité de la peur, j'ai dû le voir une centaine de fois, donc je suis un grand fan, mais je pense que voilà, au lieu de citer la cité de la peur à chaque fois, on va peut-être essayer justement de citer les Shabbats un à un, tu vois, donc peut-être que le prochain sera Mission Cléopâtre, sera le prochain invité. Oui, parce que je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, je pense qu'avant tout c'est des rencontres. Ok, je pense que sur ces excellentes paroles, on va s'arrêter On là va parce que s'arrêter. sinon on s'arrêtera plus du tout. Pour les auditeurs, il faut quand même savoir qu'il est tard. Hein. Il est tard, indeed. Cyril, encore un énorme merci d'avoir participé à ce podcast avec nous. C'était pour moi vraiment une chouette conversation. J'ai appris beaucoup de choses. Donc un grand merci. Et On m'a jamais corrigé aussi gentiment, donc merci. Ah, désolé. Non, mais je préfère que Non, les gens soient je d'accord te sur, taquine, voilà, merci beaucoup. qu'on dise des choses. On pourra mettre ça dans les show notes aussi. La petite note cachée dans la doc Android qui dit que les drawables peuvent pas être utilisés à l'extérieur de l'application package. non mais franchement c'est vraiment excellent et je crois que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est justement d'avoir Discuter des avec gens qui n'ont pas peur de dire écoute je pense que t'as pas tout à fait raison et voilà. Et donc voilà, dans l'ensemble, donc encore une fois un grand merci et si les auditeurs veulent te suivre, comment est-ce qu'ils font sur l'internet? Alors, il y a plusieurs façons de le faire, mais je pense que la plus simple, c'est de me suivre sur Twitter, puisque c'est encore là où je suis le plus actif, @Cyril Mottier, tout simplement, ou sinon sur mon blog, même si ça fait un petit moment que j'ai pas blogué, j'ai des longues listes d'articles à faire, mais il faut que je prenne du temps, voilà, et c'est cyrilmottier.com, tout simplement. Merci. Et toi Benjamin, où est-ce qu'on peut te trouver? Bah, les gens peuvent me trouver sur Twitter, donc comme d'habitude, le handle @xzan, donc c'est Xan. Et toi Yannick? Alors moi c'est @theyan, THEYANN, et bien entendu sur Twitter aussi, voilà. Et bien entendu nous avons aussi un superbe handle pour Android_leaks sur Twitter et notre site web androidleakspodcast.com où vous allez retrouver tous nos épisodes extraordinaires avec nos invités fantastiques tels que Cyril et d'autres. Voilà. Aussi en passant, il y a les liens vers Pocket Cast, Podcast Addict. Non, pas Podcast Addict, parce qu'on n'a pas de lien direct vers chez eux, malheureusement, mais on est trouvable là-dedans. Donc voilà, on est trouvable sur toutes ces plateformes, donc si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas. Ok, bon, en tout cas, merci à vous aussi de m'avoir invité, j'ai vraiment passé une bonne soirée, c'était cool. Ah vraiment, c'est notre plaisir à nous. Sincèrement, c'était très égoïste. Et donc, il n'y a plus qu'à dire au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt.